Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Explorer le sens de son travail. J'ai acquis plus de richesse, de pouvoir et de prestige que la majorité. Mais vous pouvez acquérir tout ce que vous voulez, et vous sentir encore vide. Que de pouvoir serais-je prêt à échanger contre un peu plus de temps avec ma famille? Que d'argent serais-je prêt à payer pour une soirée entre amis? Il a fallu une maladie mortelle pour me mettre face à face avec la vérité. Cette déclaration est celle de Lee Atwater, généralement présenté comme le stratège en communication qui a permis à George Bush d'accéder à la présidence des États-Unis. Foudroyé par un cancer du cerveau à l'âge de 40 ans, il s'interroge sur le sens de sa réussite au dernier moment de sa vie. Prendre conscience que l'activité professionnelle est incapable de remplacer la richesse d'une relation amicale ou familiale est un premier pas. Mais le besoin de sens n'est pas seulement le fait de ceux qui ont déjà réussi et voient leur carrière bousculée. Il est de plus en plus souvent exigé dès les premières années professionnelles. Les nouvelles générations, la lettre I se prononce Y en anglais, entendent bien œuvrer dans l'efficacité et le sens. Elles déconstruisent facilement les discours tout faits. Elles se montrent volontiers contestataires et ironiques vis-à-vis de l'institution trop marquée selon elles par le souci du résultat au détriment de ses acteurs. Leur individualisme teinté de dérision ne trouve de limite que dans un sens librement consenti, incontestable. Interroger le sens de son activité donne un supplément d'âme, une respiration. Cette conversion de l'utilité au sens conduit à une nouvelle lecture de sa vie professionnelle. Une utilité supérieure, oserais-je dire, celle précisément de répondre à une soif intérieure qui ne peut se satisfaire d'une sécurité matérielle ni même d'une action réussie. Cette interrogation est nécessaire, mais inutile pour travailler. Si l'on attend d'elle un gain de productivité, une visibilité accrue en matière de résultats, peine perdue. Ni la sagesse, ni la méditation, ni la connaissance du cœur humain, ni le questionnement profond sur le sens du monde ne produisent l'efficacité nécessaire au travail. Ce dernier demande de l'effort, du sens pratique, du savoir-faire. Le travail apporte l'expérience, et c'est déjà une richesse d'avoir rencontré de multiples situations professionnelles, de s'être montré efficace, d'avoir appris, d'avoir réussi. Mais ni le résultat, ni même la sécurité matérielle ne suffit. On cherche autre chose, lié au sens que l'on veut donner à sa vie. Pas tout le monde, me direz-vous. Alors qu'ils ont beaucoup accumulé, certains en veulent toujours plus. Or, le toujours plus de la même chose peut devenir une tentation absurde. Paul Václavic a montré avec humour et perspicacité comme l'augmentation unilatérale d'une solution peut devenir nocive. Vous êtes malade, vous prenez un médicament, ça va mieux. Vous êtes très malade, vous prenez le même médicament en grande quantité, vous aggravez votre cas. L'ultrasolution est une bonne solution devenue systématique et dangereuse. Travailler pour réussir est un objectif légitime, mais la réussite peut devenir une addiction, la seule chose que l'on recherche. On peut certes changer d'activité, on peut également la revisiter, en changeant son regard, en lui donnant une perspective nouvelle. C'est ici qu'intervient la philosophie. Elle induit un rapport à la vie professionnelle semblable à celui de la vie de tous les jours. Elle est nécessaire pour passer de l'utilité au sens plénier, de la vie possible à la vie meilleure. Penser sa vie est un préalable pour devenir pleinement acteur de sa vie. C'est à cette fringale de sens qu'entend répondre le présent ouvrage. Comment donner du souffle à son travail qui se déploie sur un temps long? Cette question concerne autant l'individu que le collectif. Dès qu'il s'agit de mieux vivre ensemble se pose la question du sens que l'on veut donner aux projets communs, aux activités partagées. Et si cette direction n'est pas donnée, une frustration ne manquera pas d'apparaître. Primum vivere, Dinde Philosophari. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre, renchérit Steve Jobs. L'authenticité devient une exigence. Choisir ce qui a vraiment du sens pour soi. Cela ne veut pas dire qu'il faille nécessairement changer de métier, on peut illuminer son activité en lui donnant tout son sens. Cela change tout. Cette conversion au sens recèle un véritable éveil, une conscience plus ample et plus intense de ce que l'on fait, de ce pourquoi on le fait. À la clé, plus de bonheur et d'humanité sans se prendre pour un sage, sans se laisser dévorer par l'esprit de sérieux.
Le philosophe ami de la sagesse qui est en chacun, sait qu'on reste toujours à distance de la sagesse. Un minimum d'humour est ici nécessaire à l'ambition philosophique, à l'ambition de la pensée. Cet ouvrage est un abécédaire à lire au gré de ses préférences. Les chapitres sont volontairement courts. Chacun répond à une quête personnelle. Comment mieux vivre son travail au quotidien en sortant des clichés managériaux ou des grilles d'analyse trop simples. Les situations professionnelles sont regroupées par thèmes pour les éclairer d'une réflexion philosophique souvent adossée aux sciences humaines. Nombreux sont les chapitres qui manquent. Cette première sélection est toute personnelle et réclame l'indulgence du lecteur. Autorité et pouvoir, le vrai sens de la hiérarchie. Rien de plus ridicule que le personnage du petit chef, dans les organisations. Il sait tout, il veut tout contrôler, il garde jalousement l'information, il se montre soit autoritaire soit condescendant, il s'attribue tous les succès et il ne défend jamais son équipe. Cet épouvantail de l'autorité savoure le pouvoir, et trouve sa satisfaction en le faisant peser sur les autres. Entre le défaut et la pathologie, on hésite. De fait, on associe spontanément l'autorité au chef, petit ou grand, et l'on croit en général que son exercice porte naturellement sur les subordonnés. En fait, c'est faux. L'étymologie rapproche l'autorité de l'auteur. L'autorité est le pouvoir avec lequel toute personne agit d'elle-même en étant l'auteur de ses actes. Chacun de nous possède de droit cette capacité d'être auteur, raisonnable et libre, de son comportement. Chacun a le pouvoir de se décider par lui-même, de son propre chef. Il s'agit là d'une expérience personnelle, intime. C'est elle qui fonde l'autorité bien plus profondément que le statut social. En droit naturel, toute personne est ainsi douée d'autorité, et j'aurais tendance à croire que l'autorité est le premier droit de la personne, celui qui fonde sa responsabilité, ses autres droits et ses devoirs. C'est parce que la personne est source de ses actes qu'elle peut en répondre, qu'elle a droit à l'information et à la liberté d'aller et de venir, qu'elle a aussi le devoir de chercher la vérité, de respecter ses semblables qui ont la même autorité qu'elle, du fait qu'elles sont elles aussi des personnes. Ce référentiel personnel de l'autorité change la perspective de son exercice en situation professionnelle. Les personnes sont toutes égales en dignité, aucune n'a sur ce plan de supériorité, il n'y a pas ici de hiérarchie naturelle. Cette situation est niée dès qu'un individu se croit investi d'un pouvoir magique, lié à sa fonction. Or la fonction ne change pas la personne, et il est assez détestable qu'un petit chef l'oublie. Cela signifie que l'autorité hiérarchique est seconde, même si elle est nécessaire et souhaitable. Les parents vis-à-vis de l'enfant, le professeur vis-à-vis de l'élève, le professionnel vis-à-vis du stagiaire, le chef d'entreprise vis-à-vis de ses employés, le manager vis-à-vis de ses managers. Toutes ces situations canoniques sont incontestables. Mais l'enfant deviendra adulte, il obéira d'abord à lui-même, et il arrive que l'élève devienne aussi savant que son professeur, le stagiaire aussi compétent que le professionnel, l'employé patron de sa propre entreprise. L'autorité hiérarchique est moins importante que l'autorité interpersonnelle, et au fond, elle est à son service. La meilleure équipe est celle où chacun donnant le meilleur de lui-même, son chef n'a pas besoin d'exercer un pouvoir hiérarchique. Dans une famille, combien de parents disent à leur enfant « Je ne devrais même pas avoir à te le dire », exprimant ainsi ce qu'il devrait faire de sa propre autorité. Ici, l'autre étymologie de l'autorité est éclairante, augère, accroître. Qu'est-ce que l'autorité augmente ? À la fois celui qui l'exerce et ceux qui sont concernés. Hannah Arendt montre que l'autorité augmente le pouvoir de quelqu'un par la fondation qu'il a instaurée. Par nature fugace, le pouvoir a besoin d'une fondation pour assurer sa légitimité et se transformer en autorité stable. Cette augmentation concerne aussi les subordonnés en montrant que leur contribution sert un projet commun, qui dépasse largement leur œuvre propre. Concentrés sur leur œuvre propre qu'il s'agit de faire au mieux, les subordonnés ont tendance à oublier l'œuvre commune. Le leur rappeler, c'est insister sur une utilité supérieure, plus ample et plus valorisante. On voit par là que l'autorité hiérarchique augmente la conscience des subordonnés, ce qui est sa véritable vocation. Par le fait même, la personne d'autorité se grandit elle-même en faisant grandir les autres. Elle rend les autres capables d'apprécier par eux-mêmes le destin qu'ils visent par leur action. C'est sa face lumineuse. Pourtant,
Même dans un travail coopératif, il reste que l'exercice de l'autorité hiérarchique ne peut pas faire l'économie de l'affrontement. La personne d'autorité défend les règles du jeu contre ceux qui y contreviennent, elle répond aux objections, elle est en première ligne pour représenter et défendre un projet contre ses contradicteurs, bref, elle s'expose, elle affirme, elle occupe le champ de la communication. Pas d'autorité hiérarchique sans courage et sans énergie. Tout le monde n'est pas disposé à jouer ce rôle qui demande une grande maîtrise et un certain sacrifice de la relation, au profit de la défense impersonnelle du bien commun. Il est bien connu que l'autorité isole. Comme si la personne d'autorité perdait en complicité, en richesse de relations, ce qu'elle gagne en pouvoir. Car l'autorité hiérarchique ne convient pas à l'amitié comme le suggère Aristote. La réciprocité selon l'égalité est une condition de l'amitié. Elle me paraît être le sommet de la relation interpersonnelle. On la trouve dans la relation de couple, d'amitié, de fraternité, etc. Évidemment beaucoup plus riche que la relation hiérarchique même bienveillante. On retrouve aussi l'amitié dans le travail coopératif, quand celui-ci arrive à faire oublier la distance hiérarchique. Un état de grâce s'installe parfois entre les partenaires qui œuvrent ensemble avec une même vitalité et détermination, pour un projet commun. Dans cette situation, que reste-t-il de la relation hiérarchique ? Une coordination, un rôle d'unité visible, une fonction de centre de gravité plus que de sommet hiérarchique. La véritable autorité se fait présente, sans peser. Changement volontaire, changer le monde, c'est possible. Qui n'a pas rêvé de changer le monde ? Dans son livre La chaîne du cœur, Catherine Ryan Hyde imagine l'histoire de Trevor McKinney, un jeune garçon de 12 ans, qui reçoit de son professeur un sujet de devoir pour le moins inhabituel, trouver une solution pour rendre le monde meilleur et la mettre en pratique. Il s'agit pour lui de trouver 3 personnes dont il sera le véritable bienfaiteur parfaitement désintéressé, avec pour seule consigne qu'à leur tour, elles trouvent 3 personnes dont elles seront les bienfaitrices. De proche en proche, l'idée fera son chemin pour ouvrir les cœurs à des gestes qui sauvent et ainsi contribuer à changer le monde. Car dans l'idée de changer le monde, il y a le projet d'une progression. Il est grisant de penser que ce progrès est possible, à portée de main, qu'il suffit de s'y mettre, que si chacun le faisait, le monde serait meilleur, qu'il nous appartient donc d'être les acteurs de ce changement. Cette vision a quelque chose qui ressemble à une évidence. Mais est-ce que ça marche ? 24 juin 1859. Le Suisse Jean-Henri Dunant assiste au spectacle insoutenable de milliers de soldats blessés à la bataille de Solferino. Il fonde le Comité international de secours aux victimes de guerre, la Croix-Rouge, organisation destinée à secourir impartialement tous les blessés. La première convention de la Croix-Rouge se réunira en 1864. Elle accordera l'immunité au personnel de secourisme et sera reconnue par 14 pays. Le philanthrope suisse recevra le prix Nobel de la paix en 1901. On connaît l'incroyable rayonnement de cette organisation. 1er février 1954. L'abbé Pierre lance un appel en faveur des sans-abri qui meurent de froid durant l'hiver. Mes amis, au secours. L'appel sera entendu. Dès le lendemain, l'insurrection de la bonté rapportera 500 millions de francs en dons. Pour la petite histoire, Charlie Chaplin déboursera 2 millions de francs en affirmant « Je ne les donne pas, je les rends. Ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarnés. » Les appels et les courriers submergent complètement le standard téléphonique de la radio. Les dons en nature sont considérables et inattendus. 26 septembre 1985. Coluche lance sur Europe 1. J'ai une petite idée comme ça, un resto qui aurait comme ambition au départ de distribuer 2 ou 3 000 couverts par jour. La petite idée donne naissance au Resto du Cœur. Durant la première campagne hivernale, plus de 5 000 bénévoles distribuent 8,5 millions de repas. Coluche a été à l'initiative d'un changement des comportements, d'une prise de conscience, d'un service assuré par des bénévoles sur le long terme, d'une solidarité sociale renouvelée. On pourrait multiplier les exemples. Il montre à l'évidence que oui, on peut changer les situations, refuser le statu quo, améliorer le sort de ceux qui souffrent, ne pas subir le malheur. Le changement est possible, même et surtout en situation difficile. Deuxièmement,
Ces exemples montrent que les changements les plus difficiles demandent une immense détermination de départ. Ce surplus d'énergie est généralement le fait de leaders qui déclenchent le changement. Sans eux, les choses ne se feraient probablement pas, ou en tout cas pas aussi bien. Pas de changement sans volonté. Il y a chez le leader une générosité, une énergie, la certitude que c'est possible, mais aussi la conscience d'un impératif et d'une urgence. Troisièmement, le changement repose sur l'émotion. La décision rationnelle est nécessaire, mais pas suffisante. Sans émotion, pas de dynamique. Sans raison, pas de direction. Cet équilibre instable est la difficulté de la conduite du changement. Le changement volontaire est donc la rencontre entre une situation critique actuelle ou anticipée et une réponse libre. À défaut d'être intégralement volontaire, l'implication dans le changement passe par le consentement, cette part qui en nous reste libre, même si le contexte est contraint. L'expérience menée par Kurt Lewin aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale est à ce sujet intéressante. Elle concerne les ménagères américaines. Par habitude, elles ne consomment pas les abats d'animaux. Avec la guerre, les autorités pensent que si l'on parvenait à augmenter leur consommation d'abats, on éviterait le rationnement des autres morceaux. Sollicité par les services officiels, Lewin en profite pour mesurer les différences de motivation entre deux groupes de femmes dans des petites villes des États-Unis. Dans un groupe, un conférencier vante les mérites nutritifs des abats et donne de bonnes recettes permettant d'améliorer leur présentation. Dans l'autre groupe, on donne une information plus brève, mais les femmes sont invitées à poser des questions et à discuter entre elles des essais possibles sous la conduite d'un animateur. La différence réside dans le fait que dans le premier groupe, on a une information dogmatique, scientifique, experte, mais unidirectionnelle. Pas de feedback, retour du public. Alors que dans l'autre groupe, l'accent est mis sur l'interaction entre l'informateur et le public, mais également entre les femmes elles-mêmes. Les résultats sont stupéfiants. La consommation d'abats augmente de 30% chez les femmes du second groupe, alors qu'elle ne progresse que de 3% chez celles du premier groupe. La qualité de l'adhésion est à la mesure des mystères de la liberté humaine. Et la liberté a besoin de choisir, pour sentir qu'elle n'est pas niée. Dès que nous nous sentons forcés, une part en nous se contracte, se rétracte, se refuse. S'il ne sollicite pas cette forme de choix qu'est le consentement, s'il veut s'imposer sans apprivoisement ni patience, un discours expert, même irréfutable, viole une part intime de soi. Un vrai consentement est rarement immédiat. Il demande du temps, de la parole, du détour, du dialogue, de l'échange, de l'apprivoisement. Surtout s'il est important. Changement subi. Transformer la contrainte en opportunité. On est parfois confronté à un changement pénible et incontournable. Accident, événement imprévu, malchance ou tout simplement décision extérieure que l'on ne peut éviter, prise de conscience que si l'on ne change pas on va dans le mur, ultimatum professionnel. On a beaucoup écrit sur ce sujet, effectivement riche et passionnant. Une myriade d'attitudes s'opposent au consentement intérieur. Le déni, je n'ai pas besoin de changer. Le recul, rien ne presse. La révolte, le changement demandé n'est pas légitime. Le doute, est-ce que cela va vraiment servir à quelque chose? La dépression, c'est vraiment malheureux de me demander une chose pareille. L'épuisement, je ne m'en sens pas la force. Le refus pur et simple, je suis très bien dans ma situation présente, etc. Or, devant un changement imposé, l'être humain n'est pas forcément passif. Même s'il n'en est pas encore conscient, il dispose d'un pouvoir sur cet événement extérieur qui le bouleverse. Il peut le retourner en changement constructif alors même qu'il le perçoit négativement au départ. Le changement imposé et la découverte inattendue ont en commun d'être involontaires. Tous deux peuvent déclencher une progression personnelle et objective, si l'on est capable de garder une attitude ouverte et curieuse. C'est le sens du mot sérendipité. Horace Walpole l'a inventé en 1754 pour désigner des découvertes inattendues. En 1945, le sociologue américain Thomas Merton en parle comme le processus par lequel une découverte inattendue et aberrante éveille la curiosité d'un chercheur et le conduit à un raccourci imprévu qui mène à une nouvelle hypothèse. Freud fait par exemple l'hypothèse de l'inconscient à partir du lapsus linguae ou du rêve.
Une erreur ou un phénomène involontaire peuvent mener à la découverte d'un continent insoupçonné. Mais la sérendipité s'applique à bien d'autres domaines que la recherche scientifique, et tout particulièrement au processus de créativité et de réaction à son environnement. Walter Cannon nous dit que la sérendipité se produit lorsque des accidents défavorables sont abordés dans une nouvelle perspective. Une forme de sagacité nous détourne de l'aspect négatif de l'événement, pour orienter notre regard vers une source potentielle de progrès. Le pasteur unitarien McCord Crothers considère que la sérendipité est une vertu auxiliaire ou une grâce qui permet d'aller de l'avant, de découvrir que ce qu'il redoutait peut se révéler finalement beaucoup moins dangereux que prévu, ou même se révéler être un bien. La sérendipité sert ainsi d'adjuvant à la doctrine de l'optimisme. Un exemple célèbre, et beaucoup plus prosaïque, est celui du carambar. En 1954, dans le nord de la France, la chocolaterie de l'Espol AV met au point la célèbre sucrerie. Pour écouler des excédents de chocolat, un contremaître décide de le mélanger à du caramel. La machine devait produire des bonbons de forme carrée. Mais un dérèglement fait apparaître des petites barres allongées. D'où le caramel en barre dont on connaît le succès. Une malchance peut devenir une innovation, un changement malheureux et inopportun peut devenir une chance. La bonne attitude consiste donc à essayer de ne pas se focaliser sur l'événement négatif. C'est un véritable travail sur soi que de se débarrasser de son emprise. On a tôt fait de justifier un esprit chagrin, de se plaindre ou de se prendre pour des victimes. Pour en revenir au changement subi, l'état d'esprit peut ici également faire basculer son apparente intrusion en opportunité. Les spécialistes en sérendipité ne manquent pas de dresser des listes impressionnantes de toutes les innovations qui en relèvent, et ils ont raison. Cela ne veut pas dire pour autant que l'esprit humain ait réponse à tout, et que l'on puisse trouver une solution technique à toute difficulté. Mais cela veut dire qu'il ne faut pas se laisser impressionner par l'événement déclencheur de changement. Il n'est peut-être pas une catastrophe. Et de fait, quand on est dans cet état d'esprit, on a des chances supplémentaires de faire advenir un progrès inattendu. N'esquivons pas le problème de la contrainte qui vient se loger dans presque tout changement. La contrainte a mauvaise presse dans une culture individualiste comme la nôtre. Elle peut pourtant se révéler incontournable et devenir l'occasion d'être créatif. Ce qui permet de poser une question taboue: est-ce un abus d'autorité que de forcer les personnes réfractaires à entrer dans un changement dont on est responsable? Ce facteur de changement est classique en pédagogie, où l'on oblige par exemple un élève récalcitrant à faire les exercices de mathématiques qu'il déteste, pour son bien, dit-on, non sans quelque condescendance fort mal vécue par nos apprentis mathématiciens. Oserais-je dire qu'il arrive qu'ils y prennent goût, et que ce basculement est étonnant? La contrainte peut se révéler, en dernière instance, aussi fructueuse dans le changement collectif. On y entre parce qu'on n'a pas le choix, mais on s'y fait, et finalement on est prêt à reconnaître que la nouvelle situation est meilleure que la précédente. De toute manière, la contrainte doit être un relais vers l'adhésion, d'autant plus que l'on a affaire à des adultes. Ils ont besoin à un moment ou à un autre de se sentir maîtres de leur destin. Cette évidence est parfois oubliée. On rencontre également des situations où le changement collectif s'impose. Pas de changement sans le ciseau de la décision, même étymologie. Elle marque l'arrêt des tergiversations, le renoncement à l'exploration et au doute. Un basculement inévitable. Le changement est un nom magistral lancé au statu quo. Avant on préparait, maintenant on agit, on mobilise son corps, sa voix, ses actes. La plaisanterie de Jules Renard. Une fois ma décision prise, j'hésite longuement, exprime à merveille qu'une vraie décision de changer suppose une grande énergie pour la mettre en œuvre. Analyser les bonnes et les mauvaises raisons ne suffit pas. Elle implique l'interdiction de revenir en arrière, la mobilisation de la personne dans une nouvelle attitude qui ne va pas sans une certaine mort, une sorte de nuit. C'est que notre raison ne peut pas à la fois bien mettre en œuvre le changement décidé et l'analyser. L'analyse se fait avant pour préparer le changement, et après pour en faire le bilan. Pendant le changement, l'essentiel de l'énergie nourrit l'action. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.